Parfois, dans la vie, nous offrons notre confiance, notre amour et notre amitié à des personnes en qui nous croyons aveuglément. Malheureusement, certaines d'entre elles dissimulent dans leur cœur une part plus sombre que les ténèbres. C'est ce que Mike Williams, un homme apprécié de tous, allait tragiquement découvrir. Sa disparition soudaine et inexpliquée va révéler un réseau de tromperie et de manipulation si terrible qu'il peut nous faire perdre foi en l'être humain. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. L'affaire d'aujourd'hui est une histoire de disparition effroyable qui pourrait rendre beaucoup d'entre nous paranoïaques. Je ne vous en dis pas plus, découvrons ensemble tous les détails de cette triste affaire. Jerry Michael Williams, plus communément appelé Mike par sa famille et ses amis, est né le 16 octobre 1969 à Tallahassee, la capitale de l'État de Floride. Il a un grand frère nommé Nick et ses parents, Jerry et Cheryl, issus d'un milieu modeste, sont des travailleurs dévoués qui mettent tout en œuvre pour que leurs deux fils puissent suivre les études de leur choix et ainsi obtenir une situation stable leur permettant de mener une belle vie. Dès le plus jeune âge, les deux frères apprennent la valeur du travail et une fois adolescents, ils n'hésitent pas à aider leurs parents en effectuant de petits boulots. Par exemple, il n'est pas rare que le jeune garçon se lève à 3 heures du matin pour approvisionner les rayons d'un supermarché local afin d'aider sa famille à payer les factures. À l'école, Mike est un élève brillant, toujours parmi les premiers de sa classe. Il est très apprécié et a beaucoup d'amis. Ses parents, Cheryl et Jerry, qui accordent beaucoup d'importance à l'éducation, ont économisé toute leur vie pour inscrire Mike et son frère dans une école chrétienne évangélique privée appelée North Florida Christian. C'est dans ce lycée où l'accent est mis sur l'éducation chrétienne que Mike rencontre celui qui deviendra son meilleur ami Brian Winchester. Tous deux partagent une passion pour la chasse et la pêche, ils deviennent très rapidement inséparables. En plus d'être bon élève, Mike devient très populaire au lycée, il est plusieurs fois délégué de classe, s'engage dans plusieurs associations étudiantes et est titulaire de l'équipe de football américain. C'est durant cette période qu'il tombe follement amoureux de Denise Merrill, une pom-pom girl, elle aussi très populaire au lycée. Les deux jeunes gens se rapprochent, ils ont de nombreux points communs et partagent la même foi, ils entament une relation. Parallèlement, son meilleur ami Brian entame lui aussi une relation avec une autre pom-pom girl du lycée, Cathy. Le quatuor devient rapidement inséparable. Après avoir obtenu l'équivalent du bac, Mike et Denise, toujours très amoureux, bien qu'inscrits dans des filières différentes, vont étudier dans la même université. À la fin de leurs études, ils trouvent tous deux des carrières qui les passionnent. Mike commence à travailler comme évaluateur immobilier pour une entreprise de la région, tandis que Denise décroche un poste de comptable. Tout va pour le mieux dans leur couple, ils emménagent dans une jolie maison, ont de solides carrières et tout semble leur sourire. Aux yeux de tous, ils forment le couple parfait. Mike, qui est très sérieux et fidèle à son éthique de travail irréprochable, n'hésite pas à faire des journées de 15 heures pour atteindre ses objectifs. Son patron le tient en haute estime et une réelle complicité s'établit entre eux. Malgré ces nombreuses heures passées au travail, Mike reste très dévoué à Denise. C'est un mari attentionné qui veille constamment à son bien-être. Son meilleur ami, Brian, occupe également une place centrale dans sa vie. Ensemble, ils prennent l'habitude de chasser et de pêcher régulièrement, surtout en s'adonnant à leur activité favorite, la chasse au canard. Tous deux se retrouvent souvent le samedi ou le dimanche matin dès l'aube pour passer des heures à chasser. Parallèlement, les meilleurs amis multiplient les sorties en couple avec Denise et Cathy. Les deux couples sont inséparables, ils vont très souvent au cinéma, au restaurant et partent même en vacances ensemble. En 1994, Brian et Cathy se marient,
Quelques mois plus tard, le 17 décembre 1994, à 25 ans, c'est au tour de Mike et Denise de se dire oui. Ce jour-là, leur famille et amis sont tous présents pour célébrer cette union qui semble évidente aux yeux de leurs proches. Les jeunes mariés sont aux anges, heureux de commencer cette nouvelle étape de leur vie. Quelques années plus tard, Mike et Denise accueillent leur premier enfant, une fille prénommée Ansley, et peu de temps après, Brian et Kathy deviennent également parents d'un petit garçon. Tout sourit à Mike. Il vient d'avoir un enfant avec la femme qu'il aime, il vit dans une belle maison, bénéficie d'une excellente situation professionnelle avec un salaire de plus de 200 000 $ par an et il est très apprécié et respecté de tous. Mais malheureusement, comme cela arrive souvent dans la vie, le malheur frappe au moment où on s'y attend le moins. Le samedi 16 décembre 2000, à la veille de leur 6e anniversaire de mariage, Mike, désormais âgé de 31 ans, décide de partir à l'aube pour une sortie matinale de chasse au canard. Ce rituel qu'il pratique depuis l'adolescence l'emmène à 1 heure de route de chez lui, au lac Séminole, un lieu dangereux en raison des troncs d'arbres submergés et des conditions météorologiques imprévisibles. Toutefois, en tant que chasseur chevronné, rien de tout cela ne l'inquiète, au contraire. Il apprécie particulièrement cet endroit pour son côté sauvage et paisible, loin des autres lieux de chasse plus fréquentés. Ce jour-là, il souhaite profiter de sa passion avant de rentrer à temps avant midi pour préparer le week-end en amoureux d'anniversaire de mariage qu'il a prévu avec Denise. Le couple, devenu parent il y a peu, cherche à se retrouver lors de cette escapade romantique, un moment rare depuis l'arrivée de leur petite fille quelques années plus tôt. Le père de famille charge la remorque contenant son bateau et part à l'aube. La matinée passe et alors que midi approche, Denise commence à s'inquiéter. Habituellement, son mari est toujours ponctuel, d'autant plus pour ce genre d'événement. Après plusieurs tentatives pour joindre des amis, elle contacte son père et Brian, le meilleur ami de Mike. Ensemble, ils décident de partir à sa recherche. Alarmé lui aussi, Brian se joint à eux, accompagné de son père, Marcus, une figure paternelle pour Mike depuis la mort de son propre père, Jerry, quelques années plus tôt. 1h30 de route plus tard, arrivé au lac Séminole, il trouve rapidement le pick-up du trentenaire soigneusement garé près du rivage, mais son bateau, qu'il remorquait, a disparu. Le lieu est silencieux et aucune trace de lui n'apparaît. Aucun des chasseurs présents dans les environs ce matin-là ne l'a vu. Avec l'aide des agents locaux qui connaissent bien le lac, ils lancent des recherches approfondies, mais sans succès. Ce qui devait être un jour de célébration se transforme en tragédie. Brian et son père Marcus, qui s'inquiètent de plus en plus, alertent la police. Les recherches commencent dans l'après-midi. Le lac Séminole est tristement célèbre pour ses nombreux incidents. Près de 80 personnes y ont été portées disparues au cours des dernières années. La disparition de Mike est donc prise immédiatement au sérieux. Les autorités mobilisent des hélicoptères et des bateaux pour fouiller le lac qui s'étend sur 15 000 hectares et dispose de près de 600 km de rivage. Malheureusement, les températures négatives allant jusqu'à -6 degrés ajoutent une urgence supplémentaire aux recherches car ces conditions météorologiques difficiles réduisent les chances de survie de Mike, même si par chance il avait réussi à atteindre la rive. Les équipes scrutent le lac, sondant le fond avec des tuyaux en PVC à la recherche éventuellement d'un corps. Après plusieurs heures de recherche, le bateau de Mike est finalement repéré, abandonné, à la dérive, dans une crique isolée du lac. À l'intérieur du bateau, les autorités trouvent plusieurs éléments troublants. Son fusil de chasse est encore dans son étui, il y a également des gilets de sauvetage, des appâts et d'autres équipements intacts qui ne semblent pas avoir été utilisés durant la journée.
Cela suggère donc que Mike n'était pas en train de chasser activement durant sa disparition. De plus, le bateau ne présente aucune trace de coup ni d'accident. Il ne semble donc pas être entré en collision avec l'un des nombreux troncs submergés dans le lac. Bien que le moteur soit éteint, le réservoir d'essence est plein, ce qui intrigue particulièrement les enquêteurs. Dans la nuit, les recherches s'arrêtent, aucune nouvelle de Mike. Denise et Cheryl, la mère de Mike, sont dévastées, elles ne cessent de pleurer. Le lendemain, les recherches reprennent avec encore plus de moyens. Des amis, des membres de la famille et des bénévoles viennent en renfort. Durant l'enquête, Denise semble abattue, bouleversée par la disparition de son mari. Dès les premiers jours, elle perd presque tout espoir de le retrouver vivant. Elle pense rapidement que son époux a perdu la vie dans un accident tragique. Elle choisit même de ne pas participer aux recherches sur le terrain, préférant rester à la maison, indiquant qu'elle doit être disponible près de son téléphone fixe au cas où des nouvelles parviendraient. Elle donne l'impression de se préparer mentalement à l'idée qu'il ne reviendra pas. Cette attitude surprend plusieurs proches, notamment Cheryl, qui ne comprend pas pourquoi sa belle-fille perd espoir et ne souhaite pas suivre les recherches de son fils. À l'inverse, la mère de Mike, Cheryl, adopte une position radicalement différente. Elle garde espoir et refuse de croire que son fils est mort. Déterminée à ne pas baisser les bras, elle soutient que Mike, qui est expérimenté, ne pourrait pas simplement disparaître sans laisser de traces. Son instinct lui dit que quelque chose ne va pas et elle commence, malgré sa peine, à s'interroger sur les événements entourant sa disparition. Pour les enquêteurs et les proches de la disparue, la théorie d'un accident commence à se dessiner. Mike, qui conduisait le bateau, aurait, malgré l'absence de coups sous la coque, percuté un tronc submergé et la secousse l'aurait projeté par-dessus bord. Ses cuissardes de pêche auraient alors pu se remplir d'eau, l'entraînant au fond du lac. Néanmoins, l'absence de corps et de signes concrets d'accident laisse planer des doutes. L'idée qu'un alligator ait pu l'attaquer est également évoquée, bien que les spécialistes insistent sur le fait que ces animaux ne sont pas actifs en hiver, surtout par des températures aussi froides, et qu'il est rare qu'ils consomment entièrement un corps humain sans laisser de traces. Le 24 décembre 2000, 8 jours après la disparition, un chapeau de camouflage est découvert flottant à la surface de l'eau. Brian l'identifie comme étant celui de Mike, mais les analyses ADN ne permettent pas de confirmer cette identification. Bien que le chapeau ne fournisse pas de preuves concluantes, il renforce la conviction que le trentenaire se trouve quelque part dans le lac. Les jours passent sans qu'aucune découverte majeure ne soit faite. En février 2001, soit 1 mois et demi après la disparition du père de famille, les autorités décident de clore l'enquête, concluant à une noyade accidentelle. Denise, résignée à l'idée de sa mort, organise rapidement les funérailles de son mari. Cependant, Cheryl, convaincue que la vérité n'a pas encore été révélée, refuse de se laisser abattre. Elle est particulièrement troublée par la rapidité avec laquelle Denise planifie les funérailles le 11 février 2001, seulement un jour après la fin officielle des recherches. Pour elle, cette décision semble précipitée, d'autant plus qu'aucun corps n'a été retrouvé et que les circonstances entourant la mort de son fils restent floues. Elle rejette formellement la théorie de la noyade accidentelle et commence à soupçonner un acte criminel. Déterminée, elle passe ses journées à se battre pour faire rouvrir l'enquête, convaincue que des éléments essentiels ont été négligés et que la disparition de Mike cache quelque chose de bien plus sombre. Contrairement à sa belle-fille qui semble vouloir rapidement tourner la page en affirmant qu'elle doit avancer pour le bien de leur petite fille et qu'il n'y a aucune chance que Mike soit encore en vie, Cheryl refuse de perdre espoir. Cette divergence de point de vue commence à créer des tensions entre les deux femmes.
Denise ne comprend pas l'entêtement de sa belle-mère et lui demande d'accepter la mort de son fils pour le bien de tous, surtout pour sa petite fille Ansley qui est très perturbée par la disparition de son père. Les proches de Mike tentent également de convaincre Cheryl, lui disant que le pauvre homme est très probablement mort dans un accident. Mais Cheryl refuse d'y croire, convaincue que son fils est toujours vivant et que sa disparition n'est pas le fruit d'un accident. En juin 2001, soit 6 mois après sa disparition, une découverte relance l'enquête. Un pêcheur trouve une paire de cuissardes de pêche flottant à la surface du lac Séminole. Ces cuissardes sont identifiées comme appartenant au trentenaire et les autorités reprennent les investigations. Ils retrouvent dans la foulée une veste de chasse ainsi qu'une lampe de poche dans laquelle se trouve le permis de chasse de Mike. Ce qui intrigue particulièrement les enquêteurs, c'est que ces objets paraissent en bien meilleur état qu'on ne pourrait l'attendre après 6 mois passés dans l'eau. Le permis de chasse est intact, la lampe de poche fonctionne toujours et les cuissardes ne portent aucune trace de stagnation, de boue ou d'algues. Des amis de Mike expliquent d'ailleurs, suite à ces découvertes, que ce dernier ne portait jamais ses cuissardes lorsqu'il était sur le bateau, conscient des dangers que cela représentait en cas de chute à l'eau. Ils sont très surpris à l'idée qu'il ait pu les porter tout en naviguant, car une immersion avec des cuissardes remplies d'eau aurait rendu toute tentative de remonter à la surface extrêmement difficile et risquée. Malgré ces incohérences flagrantes, les autorités s'en tiennent à leur hypothèse principale. Mike aurait succombé à une noyade accidentelle, suivie d'une éventuelle attaque d'alligator. Cheryl est la seule à ne pas croire à la version de l'accident. Convaincue que son fils, minutieux et prudent, n'aurait jamais pris le risque de porter ses cuissardes sur le bateau, cette découverte ne fait que renforcer ses doutes. Elle consulte des experts en faune sauvage afin de monter un dossier qui confirme qu'en temps froid, les alligators entrent en dormance et ne sont pas agressifs, ce qui alimente sa conviction que cette hypothèse n'est qu'un moyen de clore l'enquête rapidement. Déterminée à obtenir justice, Cheryl engage une lutte acharnée. Elle écrit aux autorités, contacte les médias et finance avec sa maigre retraite des affiches de disparition et des campagnes publicitaires. Elle organise également des manifestations pour attirer l'attention sur les incohérences de l'enquête. Malgré ses efforts, les autorités restent fermées à l'idée de rouvrir l'affaire et maintiennent la thèse de l'accident. Cependant, Cheryl s'accroche à la certitude qu'une vérité plus sombre se cache derrière la disparition de son fils et elle est prête à tout pour découvrir ce qui s'est réellement passé le 16 décembre 2000. Après des années de persévérance, Cheryl, soutenue par le dossier qu'elle a monté pour prouver que la mort de son fils n'était pas accidentelle, parvient en 2004, soit 3 ans après la disparition de Mike, à faire rouvrir l'enquête. Elle a reçu l'aide d'une rédactrice en chef d'un journal local émue par l'encart publicitaire que cette mère avait réservé dans son journal depuis des années pour la disparition de son fils. La journaliste prend contact avec Cheryl et ensemble, elles montent un dossier tout en publiant des articles qui exposent les incohérences de l'affaire. Les enquêteurs, après avoir examiné les détails fournis par Cheryl, commencent enfin à douter de la version officielle de la noyade accidentelle. Plusieurs éléments troublants émergent comme le réservoir d'essence encore plein. Si Mike était tombé à l'eau alors que le bateau était en marche, le moteur aurait dû consommer du carburant, ce qui n'était pas le cas. D'autres incohérences renforcent ces doutes, notamment l'état quasi neuf des vêtements de Mike retrouvés 6 mois plus tard alors qu'ils auraient dû être abîmés par l'immersion. Les enquêteurs sont également troublés par l'absence totale de traces du corps de Mike dans les premiers mois suivant sa disparition. Ils ont retrouvé son chapeau de camouflage, ses cuissardes de pêche, sa veste, son permis de chasse ainsi qu'une lampe torche, mais aucune trace du père de famille.
Si les alligators l'avaient dévoré, ses affaires auraient été déchiquetées. Or, elles étaient toutes intactes, comme si quelqu'un les avait délibérément déposées dans l'eau le jour de la découverte. Malgré ces indices et ces doutes, l'enquête piétine tout au long de l'année 2004. Les enquêteurs manquent de preuves pour avancer et les pistes s'épuisent. Seulement, certains soupçons commencent à apparaître du côté du meilleur ami de Mike, Brian. Depuis quelque temps, les enquêteurs remarquent que Brian et Denise semblent plus proches que ce qu'ils ne l'avaient imaginé. Des rumeurs d'une liaison entre eux circulent, mais l'alibi de Brian, validé par sa femme Cathy, le protège des soupçons. Il a affirmé à l'époque qu'il devait aller chasser avec son beau-père, mais qu'il s'était réveillé trop tard, ce qui le place hors de portée des soupçons. Cependant, tout bascule en 2005 lorsque les enquêteurs découvrent que Brian et Denise ne sont pas seulement en couple, mais ils se sont mariés 4 ans après la disparition de Mike. Cette nouvelle renforce les doutes car leur relation et le fait que Brian ait épousé la veuve de son meilleur ami si rapidement ne semble pas être une coïncidence. Les deux sont interrogés mais expliquent que la disparition de Mike les a rapprochés. Un autre élément crucial change la perspective de l'affaire. Les enquêteurs découvrent que Denise a obtenu les polices d'assurance vie de Mike d'un montant total de 1,75 million de dollars sans que son corps n'ait été retrouvé. En Floride, une personne disparue est présumée morte après 5 ans d'absence, mais Denise a obtenu un certificat de décès en 2001, seulement quelques mois après la disparition de son époux, lui permettant d'encaisser les assurances rapidement. À peine une semaine après la découverte des cuissardes et de la veste de Mike. Les enquêteurs découvrent également que Brian est celui qui avait vendu à Mike une nouvelle police d'assurance vie d'1 million de dollars 1 an avant sa disparition, en plus des 2 autres polices de 550 000 dollars déjà en place. Face à ces découvertes troublantes, les policiers approfondissent leurs recherches, mais manquent encore de preuves solides pour inculper Brian ou Denise. De plus, leur mariage les protège légalement de témoigner l'un contre l'autre, compliquant ainsi davantage l'enquête. Ils décident alors de se tourner vers l'ex-épouse de Brian, Cathy. C'est finalement Cathy, l'ex-épouse de Brian, qui fait avancer l'enquête. Interrogée par les enquêteurs, elle leur apporte 2 informations cruciales. D'abord, elle est convaincue que Brian et Denise avaient une liaison bien avant la disparition de Mike, ce qui pourrait fournir un alibi. Ensuite, elle contredit l'alibi de Brian pour le matin de la disparition. Selon elle, il n'était pas chez lui ce matin-là, il était parti très tôt le matin et n'était rentré que dans l'après-midi. Malgré ces nouvelles révélations, bien qu'ils sentent qu'ils se rapprochent, les enquêteurs n'ont toujours pas de preuves suffisantes pour inculper Brian. Le témoignage de Cathy affaiblit son alibi, mais cela ne suffit pas à prouver sa culpabilité dans cette disparition. Même les rumeurs d'un témoin ayant vu Brian près du lac Séminole ce jour-là ne permettent pas encore de démontrer qu'il a joué un rôle dans la disparition de Mike. Les enquêteurs savent qu'une faille pourrait suffire à faire éclater la vérité et ils décident de la jouer fine. En 2007, Brian contacte son ex-femme pour organiser une rencontre, ignorant qu'elle coopère déjà avec les autorités. Lors de cette rencontre, Cathy porte un micro, Brian, quant à lui, est visiblement nerveux. Durant leur conversation, il tente de découvrir ce qu'elle a dit aux enquêteurs, notamment les détails de l'heure à laquelle elle prétend l'avoir vu le matin de la disparition de Mike. Il essaie désespérément d'harmoniser son récit avec le sien, mais Cathy ne lui révèle rien. Malgré cette conversation tendue, elle lui demande s'il y est pour quelque chose dans la disparition de son meilleur ami 7 ans plus tôt. Le trentenaire, extrêmement nerveux, n'avoue pas son meurtre ce jour-là,
mais son comportement renforce les soupçons. Les enquêteurs sont convaincus de son implication, mais sans aveu, ils ne peuvent toujours pas l'arrêter. Entre 2005 et 2012, Brian et Denise ont vécu ensemble dans la maison que Mike avait achetée pour sa famille. Ils ont bénéficié de l'argent des assurances et Brian a élevé la fille de Mike comme son propre enfant, lui qui avait déjà un fils du même âge. Pendant tout ce temps, Cheryl, désespérée et impuissante, poursuivait son combat pour découvrir la vérité. Cette quête l'a éloignée de son ex-belle-fille, avec qui les relations sont devenues conflictuelles, mais surtout de sa petite-fille que Denise refuse de lui laisser voir. Les enquêteurs, de leur côté, nourrissaient toujours de forts soupçons à l'égard du couple, mais ils ne pouvaient rien faire de concret, se contentant d'attendre qu'une faille apparaisse pour relancer l'enquête. À partir de 2012, des tensions apparaissent entre Brian et Denise. Denise évoque l'idée de divorce, notamment à cause des comportements problématiques de Brian, y compris son addiction au sexe. Il la trompe avec plusieurs femmes. Mais, au lieu de divorcer immédiatement, elle accepte de rester mariée, à condition que Brian déménage temporairement. Malgré ses infidélités, Brian espère toujours reconquérir Denise. 4 ans plus tard, en août 2016, la situation bascule. Ne supportant pas l'idée d'un divorce définitif, Brian prend une décision radicale. Le 5 août, il se cache à l'arrière de la voiture de Denise. Alors qu'elle conduit pour aller au travail, il surgit et la menace avec une arme à feu. Terrifiée, Denise pense qu'il prévoit de la tuer. Brian a sur lui une bâche, une bouteille de javel, renforçant ses craintes sur ses intentions. Il lui assure qu'il est prêt à mettre fin à ses jours. Malgré la menace, Denise garde son calme et tente de gérer la situation pour sauver sa vie. Elle lui propose de discuter et le convainc de se rendre sur un parking public devant une pharmacie, prétextant que cela permettrait de parler plus sereinement. Sur place, elle réussit à lui faire croire qu'elle est prête à annuler le divorce et se remettre avec lui, ce qui l'apaise. Pour le rassurer davantage, elle promet de ne pas contacter la police. Après une longue discussion, elle le convainc de ranger son arme et de sortir de la voiture, lui promettant de se remettre ensemble. Toutefois, dès qu'il la relâche, Denise se précipite au commissariat pour signaler l'enlèvement. Brian est rapidement arrêté et inculpé pour enlèvement, menace avec arme et violence conjugale. Lors des enquêtes qui suivent, un ami de Brian révèle que ce dernier, avant l'incident, était terrifié à l'idée que Denise parle à la police d'un homme disparu des années auparavant, Mike Williams. Quelques mois plus tard, en 2017, lors du procès pour l'enlèvement de Denise, Brian, qui risque la prison à vie, est jugé pour un crime passionnel, un acte de désespoir selon ses avocats. Il a enlevé Denise à bout de nerfs, espérant la forcer à revenir vers lui après des années de tension et de trahison. À la barre, il pleure, admettant qu'il a agi sous l'emprise d'une douleur émotionnelle intense, tout en suppliant le juge d'avoir de la clémence. Lors de son intervention, Denise est tendue. En larmes, elle supplie le juge de maintenir Brian en détention. Elle est persuadée que s'il est relâché, il la tuera. Ces paroles semblent frapper fort car le juge surprend tout le monde en le condamnant à 20 ans de prison, une peine jugée lourde même pour un enlèvement armé car Brian n'a fait aucun mal à Denise et surtout, il a un casier vierge. Denise, de son côté, est soulagée qu'il soit hors d'état de nuire. Elle reprend le cours de sa vie. Depuis sa séparation avec Brian, elle a eu plusieurs relations et est désormais en couple avec l'un de ses collègues de travail. Brian est maintenant derrière les barreaux et l'affaire de la disparition de Mike n'est plus qu'un lointain souvenir dans l'esprit du public, mais quelques mois plus tard, tout bascule. En octobre 2017, un communiqué des autorités locales interpelle la communauté de Tallahassee. De nouvelles informations émergent concernant la disparition de Mike et des fouilles conduisent à la découverte de restes humains.
Grâce à des analyses ADN, il est confirmé que ces ossements sont bien ceux de Mike Williams. Toutefois, le corps n'est pas retrouvé dans le lac Séminole, là où tout le monde pensait qu'il s'était noyé. Il est enterré à seulement 8 km du domicile de sa mère, Cheryl Williams. La nouvelle fait l'effet d'une bombe, mais aucune information immédiate n'est donnée sur l'identité de l'informateur. Quelques mois plus tard, en mai 2018, la vérité éclate. L'informateur n'est autre que Brian Winchester lui-même. Afin d'éviter la prison à vie après son arrestation pour l'enlèvement de Denise et sous la pression des enquêteurs qui profitent de sa situation, il conclut un accord avec les autorités. En échange d'une immunité totale pour le meurtre de Mike, il avoue l'intégralité du complot. L'affaire ne se limite plus à un enlèvement entre ex-amants, il s'agit d'un meurtre prémédité. Désormais, Denise se retrouve au centre de toutes les attentions, de toutes les critiques. En 2018, elle se retrouve à son tour au tribunal, accusée de meurtre au premier degré, de complot en vue de commettre un meurtre et de complicité de meurtre. À la barre, les révélations deviennent de plus en plus choquantes. Brian, le témoin clé du procès, se lève pour raconter leur liaison qui a duré plusieurs années et comment cette relation adultère les a conduits à un plan macabre pour assassiner Mike. Brian commence calmement expliquant comment leur amitié a pris une tournure inattendue. Au début, ils n'étaient que des amis proches partageant des moments avec leurs époux respectifs. Denise et moi n'avions jamais envisagé une relation romantique, avoue-t-il. Ça a commencé simplement, dit Brian en jetant un regard bref vers Denise. On passait plus de temps ensemble, on discutait de nos frustrations dans nos mariages. Peu à peu, les conversations sont devenues de plus en plus sexualisées. Il explique ensuite que c'est en 1997 que tout a basculé entre eux. Il raconte ce soir fatidique où, lors d'une sortie avec leur conjoint, lui et Denise s'embrassent pour la première fois sur un parking, concrétisant leur attirance mutuelle. Il ne faut pas longtemps pour que cette relation devienne plus intense. Ils se retrouvent en secret, cachant leur liaison derrière des prétextes banals. Brian raconte comment ils élaborent des stratégies pour dissimuler leur relation, utilisant des voyages d'affaires fictifs ou des réunions d'amis pour se voir. Mais cette double vie devient rapidement insoutenable et les discussions sur leur avenir ensemble prennent une tournure plus sombre. Brian décrit ensuite à la barre comment, au fil des mois, leur relation passionnelle s'est transformée en quelque chose de bien plus destructeur. Denise ne voulait pas divorcer de Mike, craignant la stigmatisation religieuse et sociale d'une séparation dans leur communauté chrétienne. Elle ne souhaitait pas non plus perdre la garde totale de leur fille Ansley et surtout ne pas passer pour celle qui détruisait sa famille, révèle Brian. C'est ainsi qu'il commence à envisager une solution radicale, tuer Mike pour se débarrasser de cet obstacle. Et tant qu'à faire, il voulait aussi toucher une somme conséquente avec l'argent de son assurance vie. C'est pourquoi Brian l'a incité, après la mort du père de Mike, à souscrire une troisième assurance vie s'élevant à $1 million. Ainsi, les 3 assurances vie que Mike possédait totalisaient un montant de $1,75 million. Le plan fut élaboré méthodiquement pendant plus de 3 ans. Brian décrit avec précision la froideur avec laquelle ils avaient discuté. Ils avaient envisagé diverses possibilités pour se débarrasser de cet époux gênant. Ils pensent d'abord à un cambriolage qui aurait mal tourné au bureau de Mike, mais l'idée est abandonnée car cela aurait pu entraîner une enquête approfondie. Un autre scénario envisagé était de faire passer la mort de Mike pour un accident en mer. L'idée était de partir en bateau, de faire chavirer Mike et ma femme Cathy, mais je ne pouvais pas faire ça à la mère de mon fils, explique-t-il. L'assemblée qui écoute est médusée. Finalement, le scénario choisi fut celui de l'accident de chasse. Mike et moi avions l'habitude de partir chasser ensemble, c'était crédible.
Denise aimait l'idée qu'il puisse y avoir un petit espoir que Mike s'en sorte pour apaiser sa conscience. Il aurait une chance de se sortir de l'eau, donc il ne l'aurait pas vraiment tué, ce serait le destin qui s'en chargerait, raconte Brian avec froideur. Ils élaborent donc un plan méticuleux et attendent que la saison de chasse au canard reprenne. Une semaine avant le drame, ils devaient partir chasser ensemble et Brian était prêt à agir. Cependant, prise de remords, Denise contacta son amant la veille et lui demanda d'annuler. Brian appelle alors Mike, prétextant une excuse pour annuler leur sortie. Après cela, il confronte Denise en lui disant que s'ils veulent réellement avancer et se mettre ensemble, ils ne peuvent plus reculer, il faut passer à l'acte. Cette fois-ci, les deux amants décident fermement d'exécuter leur plan. Une semaine plus tard, le jour fatidique, Brian retrouve son meilleur ami à une station-service non loin de chez eux, prenant soin de rester discret. Il lui propose un nouveau spot de chasse qu'il prétend vouloir lui faire découvrir. Une fois sur le bateau, Brian le convainc d'enfiler ses cuissardes de pêche, lui assurant qu'ils seront bientôt dans une zone peu profonde. Mike, ne se doutant de rien, obéit. Mais, une fois équipé, son ami le pousse à l'eau, convaincu que ses cuissardes se rempliront d'eau et qu'il se noiera. Cependant, Mike se débat et parvient à s'accrocher à un tronc d'arbre, le plan échoue. Pris de panique, l'amant diabolique manœuvre le bateau pour s'approcher de Mike, faisant semblant de le secourir. Une fois à portée, il saisit son fusil et tire, tuant son ami d'enfance sur le coup. Brian témoigne qu'à ce moment précis, il réalise que le plan visant à faire passer la mort de Mike pour une noyade accidentelle a échoué. Sachant que ce meurtre ne pourra pas être dissimulé comme un accident, il doit faire disparaître le corps. Il explique alors comment il a transporté le cadavre dans sa voiture et l'a enterré près de Carr Lake dans une zone isolée. La salle d'audience est glacée par ces révélations. Brian poursuit, décrivant comment il a minutieusement orchestré la mise en scène, laissant dériver le bateau pour faire croire à un accident de chasse. Chaque détail dévoile un plan froidement calculé. Cheryl, la mère de Mike, est en larmes. Malgré l'horreur des révélations, elle fait tout pour rester digne et forte. Après ce témoignage, le condamné, à la barre, révèle la véritable nature de sa relation avec Denise. Une liaison passionnelle qui a progressivement viré en une relation toxique, les poussant à commettre l'irréparable. Denise, restée impassible durant la majeure partie du témoignage accablant, comprend que malgré la défense de ses avocats qui insistent sur le fait que Brian agit par vengeance contre elle après sa condamnation et qu'elle n'a rien à voir avec le crime, son destin est désormais scellé. Après ce témoignage glaçant, il reste peu de doute quant à l'implication de Denise dans le meurtre de son ex-mari. Les révélations sur leur liaison adultère, leur discussion morbide et la planification minutieuse de l'assassinat laissent la salle d'audience en émoi. Il est désormais clair que ce n'était pas un simple accident, mais un complot délibéré pour éliminer Mike et récupérer l'argent de son assurance vie. Les avocats de Denise n'en démordent pas, leur cliente est innocente. Brian veut se venger d'elle. Comment peut-on accorder du crédit à ce que dit un criminel tel que lui, d'autant plus qu'il n'y a aucune preuve de ce qu'il dit, comme quoi Denise et lui auraient été ensemble avant la mort de Mike. C'est à ce moment-là que Cathy, l'ex-épouse de Brian, est appelée à la barre. Son témoignage va définitivement sceller le destin de Denise. Dès le début de son témoignage, Cathy fait part de ses soupçons. « Je suis convaincue que la relation entre Brian et Denise remonte bien avant la mort de Mike. » Selon elle, des signes avant-coureurs avaient commencé à apparaître des années auparavant, des moments de complicité entre Brian et Denise qui, à l'époque, lui avaient semblé sans gravité. Elle explique comment les premiers doutes se sont installés lorsqu'elle a observé des changements dans le comportement de son époux, notamment une attention particulière envers Denise. Ils étaient de plus en plus proches, mais j'essayais de ne pas trop y penser, confie Cathy. Mais, au fil du temps, ces petits détails se transforment en indices accablants.
Cathy revient sur un voyage à Panama City pour l'anniversaire de Denise en 2000. Mike, qui travaillait sur un dossier important, n'avait pas pu venir, ils étaient donc partis à 3. C'est à ce moment-là que tout a basculé pour moi, raconte-t-elle, se souvenant à quel point elle se sentait exclue comme une simple spectatrice du lien grandissant entre son mari et Denise. Ils sortaient tard ensemble, riaient entre eux, je me sentais complètement mise de côté. Ses soupçons se confirment un peu plus lorsqu'elle découvre dans les affaires de son époux un reçu pour des billets de cinéma que Brian avait achetés. Puis vient la nouvelle d'un collier gravé Mary Jane, un surnom intime de Denise. C'était clair pour moi, leur relation dépassait de loin l'amitié. Elle continue en expliquant que même après la disparition de Mike, Denise n'avait montré que peu d'émotion. « J'étais frappée par son absence de détresse », dit Cathy, se remémorant les premières semaines après la disparition de Mike. « Si mon mari avait disparu, j'aurais été complètement dévastée. » Denise, au contraire, semblait froide et impassible. Cathy témoigne ensuite de son rôle dans l'enquête, expliquant qu'avant l'enlèvement de Denise par Brian en 2016, elle a décidé de coopérer pleinement avec les autorités. Elle a enregistré des conversations entre Denise et Brian, révélant petit à petit des détails troublants. « Je savais qu'ils avaient un sombre secret, je ne pouvais plus rester silencieuse. » C'est après ce témoignage que le jury a rendu un verdict sans appel. Denise est reconnue coupable de meurtre au premier degré, de complot en vue de commettre un meurtre et de complicité de meurtre. En janvier 2019, elle est condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Ce moment apporte enfin un soulagement à la famille de Mike et particulièrement à sa mère Cheryl qui a lutté pendant près de 2 décennies pour obtenir justice pour son fils. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2020, Denise fait appel de sa condamnation. Son avocat insiste sur le fait qu'il n'y a aucune preuve matérielle directe l'alliant au meurtre de Mike, hormis les aveux de Brian, ce qui selon eux ne suffit pas pour la condamner. Et contre toute attente, la cour d'appel annule la condamnation de Denise pour meurtre au premier degré, bien que sa culpabilité pour le complot visant à tuer son mari soit maintenue. Sa peine est réduite à 30 ans de prison. Ce renversement bouleverse la famille de Mike ainsi que Cheryl qui espérait que Denise passerait le reste de sa vie derrière les barreaux. Lors de l'audience en appel, Denise va minimiser son rôle dans le complot, mais son image est définitivement ternie. Même si elle échappe à la perpétuité, la vérité de son implication dans l'assassinat de Mike restera gravée dans les mémoires. Cette histoire de trahison, d'amour destructeur et de cupidité marque profondément l'opinion publique. Une fois encore, nous voyons à quel point la nature humaine peut être effroyable et que le danger vient parfois de ceux qui nous semblent les plus proches. Il n'est pas rare que des couples se déchirent à cause d'un ami ou d'une amie proche. Je suis sûre que vous connaissez des histoires d'amour qui se sont terminées parce que l'un des 2 partenaires s'est mis en couple avec un ami. Heureusement, cela ne se termine pas toujours aussi tragiquement. Quand un ami ou une amie se rapproche étrangement de l'un des 2 partenaires, partage des blagues intimes, rit de façon complice et semble être dans une bulle avec l'autre, il y a souvent de quoi se poser des questions. Malheureusement, bien des gens font confiance et ne voient pas le mal. C'était le cas de Mike qui aimait sa femme et considérait Brian comme un frère. Il n'aurait jamais imaginé qu'il puisse lui faire une telle chose. Je n'ose imaginer son désarroi lorsqu'il est tombé à l'eau et a vu Brian pointer son fusil sur lui. Il n'a sûrement rien compris de ce qui lui arrivait la veille de son anniversaire de mariage qui plus est. Avec un ami comme Brian, on n'a pas besoin d'ennemis. Denise, quant à elle, a préféré préserver les apparences et toucher une belle somme d'argent plutôt que de simplement quitter son mari. Au final, elle va passer au moins 30 ans derrière les barreaux, alors que son complice de crime, Brian, ne purgera que 20 ans en raison de ses aveux et de son témoignage. Qu'en pensez-vous ? Pour ma part, je trouve qu'il a eu de la chance de s'en sortir ainsi. Il aurait dû au moins avoir la même peine que Denise. Lorsque Denise s'est séparée de Brian, il a complètement perdu pied. Il craignait sans doute qu'elle le dénonce et c'est probablement en partie pour cela qu'il l'a kidnappée en 2016.
D'ailleurs, un ami a confié après l'arrestation de Brian que celui-ci lui avait dit qu'il était terrifié à l'idée que Denise parle à la police d'un homme disparu des années auparavant. Je me demande aussi comment Denise a pu croire que le faire condamner à 20 ans de prison garantirait son silence. Peut-être pensait-elle qu'il risquait la prison à vie s'il parlait et qu'elle misait sur le fait qu'il s'abstiendrait de le faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. L'argent de l'assurance vie est finalement revenu à leur fille, Ansley, qui n'a pas eu le droit de l'utiliser pour payer les frais de justice de sa mère. Aux dernières nouvelles, Ansley continue de croire en l'innocence de sa mère et refuse de reprendre contact avec sa grand-mère Cheryl malgré les relances de cette dernière. Heureusement, le pauvre Mike, trahi par sa femme et son meilleur ami, a finalement obtenu justice près de 20 ans après sa mort grâce à la détermination inflexible de sa mère qui n'a jamais cessé de croire que la disparition de son fils cachait quelque chose de bien plus sombre. Je souhaite de tout cœur que Mike repose en paix pour l'éternité et je tiens à saluer la détermination et l'amour inébranlable de Cheryl pour son fils. Elle le connaissait bien et n'a jamais abandonné malgré l'adversité. Elle est un exemple de courage et de ténacité. J'espère qu'elle aura un jour l'occasion de renouer avec sa petite fille Ansley et qu'elle pourra vivre le reste de ses jours en paix malgré la douleur indélébile qui la hante. Malgré la tristesse de cette affaire, j'espère que vous avez apprécié la façon dont je vous l'ai raconté. Merci à tous ceux encore présents à la fin de cette vidéo et si c'est votre cas, vous pouvez me le signifier en inscrivant Mike dans les commentaires. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur la chaîne, mais jusque là surtout, restons prudents!